Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béron Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente de la manière suivante. Un dollar américain vaut 2851,9805 francs congolais. Un euro équivaut à 3087,7961 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,7073 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 157,8123 francs congolais. Au marché parallèle, un dollar américain équivaut à 2860 francs congolais, un euro vaut 2920 francs congolais et un franc CFA égale à 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a enregistré encore une légère hausse. Elle coûte 9 762 dollars américains contre 9 546,10 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a encore enregistré une baisse. Il revient à 26 743,50 dollars américains contre 26 775 dollars américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 2371,63 dollars américains contre 2354,84 dollars américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 80,23 dollars américains contre 83,62 dollars américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 8023 dollars américains contre 7773 dollars américains la semaine dernière. Merci Béron Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Le programme d'action du gouvernement est chiffré à environ 93 milliards de dollars américains pendant les 5 ans, soit environ 18,5 milliards de dollars à mobiliser par an. Comment gagner ce pari? Jeudi Économie reçoit pour vous un professeur en économie. Il est aussi député national. Professeur Godepoy, bonjour. Bonjour Eric. Professeur, 18,5 milliards de dollars à mobiliser par an. C'est une projection qui s'appuie sur quels indicateurs de performance? Eric, je peux vous dire que par rapport à ce programme, j'ai des inquiétudes profondes, tout simplement parce que la façon dont le programme a été présenté ne répondait pas aux critériums scientifiques. Quel critérium? Le programme d'un gouvernement, il est chiffré, quantifié, chronométré. Lorsque vous dites que le financement, ça sera autant de milliards de dollars, on détaille ça. Mais malheureusement, on revient sur ça. Tous les gouvernements qui se sont succédés font la même chose. C'est pas dans une loi des finances qu'on peut chiffrer ou chronométrer? Non. Les programmes politiques des États font partie des politiques publiques et de la gouvernométrie. C'est comme ça que ça se présente partout. Aujourd'hui, l'actualité française nous facilite la tâche. Si vous voulez savoir comment on présente le programme d'un gouvernement, allez sur les sites des différents blocs politiques français. Vous allez voir comment on les fait. Et vous savez pourquoi le Rassemblement national a échoué au-delà de l'engrenage de l'aventure. C'est le seul bloc qui avait présenté un projet de société en lieu et place de programmes économiques, pratiquement comme on le fait en Afrique et chez nous ici. Et je disais aux gens, les jours où j'ai suivi les programmes du Rassemblement national, j'ai dit aux gens, si ces gens passent, la France n'a pas d'avenir. Or, il n'y a pas d'avenir sans souvenir. Même chez nous ici, vous allez vous en souvenir. En 2019, lorsqu'il y a eu le programme de 100 jours, au-delà des problèmes qu'il y a eu par la suite, je vous avais dit que pour une fois, nous avons eu un programme de gouvernement. Lorsque vous prenez le programme de 100 jours, les choses sont structurées. On vous dit que nous allons faire autant de kilomètres sur tel axe. Ça va nous coûter autant d'argent. Cet argent, nous prendrons ça dans tel secteur.
C'est comme ça qu'on présente les choses. Et à ce moment-là, c'est facile de pronostiquer. Mais telles que les choses sont présentées de manière agrégée, nous ne pouvons que nous limiter au diagnostic tout en souhaitant bonne chance au gouvernement. Mais on n'a pas trop cette projection par rapport au budget de 16 milliards de dollars. Je vous dis que je souhaite bonne chance à notre gouvernement parce que la misère de la population n'a que trop duré. Mais tel que le programme a été présenté, il n'obéit pas aux normes scientifiques. Lorsque nous les... Non, je vous ai donné... Le modèle est là, les programmes de 100 jours. Il fallait réunir des économistes pour chiffrer... Non, ce n'est pas une affaire. Ça, c'est l'affaire du gouvernement. Donc, le gouvernement, lorsque vous acceptez de faire partie d'un gouvernement, il faut y mettre suffisamment d'intelligence. Vous voyez les programmes de l'extrême gauche française, donc toutes les 4 gauches qui constituent aujourd'hui la majorité de la majorité parlementaire. Ce programme a été lu par au moins 300 économistes français. C'est ici où on prend les choses à la légère, on s'enferme dans un hôtel avec quelques amis et on décide en lieu et place de la République. C'est pour ce genre de choses que le pays avance difficilement. Mais pour le reste, nous souhaitons bonne chance au gouvernement et nous faisons le monitoring. On ne fera des cadeaux à personne. Alors 18,5 milliards de dollars à mobiliser par an, je vous ai posé la question, quels sont les indicateurs de performance qui peuvent... Même si cela n'est pas dit dans les programmes, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils ont appliqué la pénalité monnaie. Donc, ils se sont servis du budget de l'année passée, comme on était déjà à 16 milliards, parce que nous attendons la reddition des comptes pour savoir ce qui a été suffisamment mobilisé. Donc, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais toutes ces choses-là, on prévoit ça dans les programmes de manière détaillée. Ce n'est pas comme ce que j'ai entendu là, non, il y aura des lettres d'émission, mais ce ne sont pas les lettres d'émission qui passent devant le Parlement. Donc, ce programme, on va dire, il est bâclé. Bon, sur les plans scientifiques, donc, ça ne nous facilite pas une bonne lisibilité. Donc, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, en politique publique, il y a une grande différence entre un projet de société et un programme de gouvernement. On fait des observations, on a l'impression qu'apparemment, les gens ne comprennent pas comment ça se passe. Or, aujourd'hui, nous avons une matrice, c'est le programme de 100 jours. Et si on a calqué ce programme sur le budget de l'année passée, ça veut dire que c'est juste une réplique du budget de 2023. Oui, c'est là les grands dangers. Or, l'enjeu du jeu actuel, c'est que la population souffre tellement qu'elle est devenue impatiente. C'est ainsi que les seuls conseils que je peux donner à ce gouvernement, qui est aussi mon gouvernement, c'est que les premiers actes à poser. Donc nous ne sommes plus à l'époque là où vous allez venir déposer des discours avec des Français tarabiscotés. Ça n'intéresse pas les Congolais. Aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est le blocage des prix et l'amélioration du pouvoir d'achat du consommateur. Voilà les 2 choses sur lesquelles qu'il faut non seulement se focaliser, mais sur lesquelles qu'il faut encore se fossiliser pour soulager la misère de la population. Donc dans les 10 milliards de dollars réellement mobilisés par le Congo, on devrait mettre une part importante aussi dans les 2 sujets dont vous avez parlé. Non, je voulais d'abord corriger. Donc la RDC ne mobilise pas 10 milliards de dollars. Moins de 10 milliards. Ne faisons pas... Non, plus même. En 2022, c'est connu. Il y avait excédent budgétaire. J'ai dit ceci. Oui. Pourquoi vous nous retournez à 10 milliards de dollars? Oui, mais après, parce il ne faut pas. Restons dans la moyenne. Il ne faut pas suivre les discours de l'enfer, car de l'enfer, rien de bon ne sort. Il ne faut pas suivre ces prophètes de malheur qui disent que non, c'est le maquillage des chiffres. Donc moi, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Donc, c'est canonique, c'est technique. En 2012, nous avons fait un excédent budgétaire et la mobilisation était autour de 12 milliards et demi. Pour 2023, je suis scientifique, j'ai déjà les chiffres, mais je dois attendre la reddition des comptes. Vous allez voir que... Ça sera moins de 12 milliards. Non, certainement. On va nager dans le 10 milliards. Non, il ne faut pas. Donc, certainement que ça sera au-delà. Donc, les miracles financiers a bel et bien eu lieu. Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Nous disons non, on doit en faire davantage parce que la souffrance de la population n'a que trop duré. Et lorsque je dis qu'il faut maintenant là faire le blocage des prix, pour faire le blocage des prix et améliorer le pouvoir d'achat du consommateur, il faut penser au bouclier fiscal et au bouclier cambiaire. C'est-à-dire? Donc, il faudra maintenant qu'on puisse
faire jouer à la fiscalité le rôle de stabilisateur des prix, et surtout pour les biens de grande consommation, il faut mener de bonnes études pour voir qu'est-ce qui renchérit davantage le prix des biens sur nos marchés. Mais à ce moment-là, ce bouclier fiscal doit être accompagné par des contrôles drastiques des prix sur les marchés. Et c'est ça les talons d'Achille de nos gouvernements qui se sont précédés. Par exemple, les opérateurs économiques parlent de fiscalité étouffante. On y met la parafiscalité. Maintenant là, il faut catégoriser les biens. C'est cela qu'on appelle de la fiscalité optimale. L'heure est arrivée pour qu'on puisse faire de la fiscalité intelligente, qui est basée sur les élasticités de la demande et de l'offre. Tout en sachant que les taux des impôts, ce sont des fonctions inverses des différentes élasticités. Et lorsqu'on aura fait ces études avec Méthodo, on va s'organiser pour bloquer les prix jusqu'en 2028. En permettant naturellement aux opérateurs de voir même les bénéfices. Non, les opérateurs, non, lorsqu'on bloque les prix en utilisant le bouclier fiscal et cambiaire, dont on n'interdit jamais aux opérateurs de faire leurs bénéfices, non. Donc, ici, le gouvernement doit s'organiser davantage pour avoir une fiscalité optimale, du moins à ce qui concerne les biens de grande consommation, voir quelle est la fiscalité qu'on peut suspendre par moment pour satisfaire, pour rencontrer la misère de la population, mais au même moment également veiller sur les services mobilisateurs des recettes pour que la fraude cesse. Parce qu'en fait, notre malheur, ce sont ces voleurs qui nous mettent en difficulté. Si aujourd'hui, là, nous nous engageons dans la vraie lutte contre la corruption, les choses vont marcher. Vous êtes dans ce pays depuis 2000. Vous avez déjà reçu un rapport de contrôle sur la gestion du Lualaba, du Haut-Katanga, de Kinshasa. Donc, on vient distraire les gens avec Mongala, Sankuru. Ce n'est pas ça que nous attendons. Et là, je ne vise pas un seul service parce que le contrôle est multisite et multiniveau. Nous avons les contrôles administratifs, nous avons les contrôles juridictionnels, nous avons les contrôles politiques. Pourquoi là où il y a de vrais intérêts de la République, on ne sort aucun rapport? Ça ne vous dit rien. Si nous maîtrisons ces enfants de voleurs qui ne cessent de délinquer, parce qu'aujourd'hui, il faut prendre des mesures courageuses. Quel genre de mesures, par exemple? Mais tous ceux qui volent l'argent de l'État avec des preuves établies, non seulement qu'ils doivent faire la prison, ils doivent retourner cet argent et leurs biens doivent être saisis. Vous savez, avec la décentralisation, nous avons des organes délibérants qui sont en train de se déployer. Ces organes délibérants n'ont pas de bureau. C'est l'occasion de ravir les biens de ces voleurs et les mettre au service de la République. Le contrôle n'est pas efficace. Il n'est pas efficace. Je l'ai dit à haute voix et je l'ai répété même devant un physique. Toute cette batterie de services de contrôle, IGF, j'ai dit, c'est vous qui citez les noms des gens. Moi, je vous pose la question. Je mets quiconque au défi. Qu'on vous sorte des rapports sérieux. Le contrat Chine RDC a donné aujourd'hui résultat à la RDC. Nous en savons un peu plus et nous y sommes tout yeux, tout oreille. Celui qui osera toucher l'argent dans la boucle de la Kinshasa ici, il verra ce qui va lui arriver. Vous suivez de près ce dossier? Je dis que j'y suis tout yeux, tout oreille. 18 milliards 5 de dollars, on peut mobiliser ça comment? C'est facile. On peut aller, si on met du sérieux, si on lutte véritablement contre la fraude, on peut atteindre même 25 Mais quand vous dites lutter contre la fraude, ça veut dire quoi? En finance publique, nous avons 3 types de contrôles. Nous avons les contrôles administratifs, nous avons les contrôles juridictionnels, nous avons les contrôles politiques. Il faut que tous ces services se déploient. Ça ne vous dérange pas. Lorsque vous voyez quelqu'un qui en 2005 n'avait pas de chaussures, en 2008, il a un patrimoine immobilier pendant qu'il n'est pas héritier. Donc ça ne peut pas susciter la curiosité de ces 3 contrôleurs administratifs, juridictionnels et politiques. Regardez comment le président sort l'argent pour les infrastructures dans ce pays. Les routes sont construites et 6 mois après, elles sont détruites. Personne ne vient même poser la question aux constructeurs, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même les biscuits résistent quand même à la force des dents. Et pendant ce temps, les églises nous parlent des sorciers. Non, les vrais sorciers, ce sont ces voleurs. Est-ce qu'on doit sortir l'argent chaque année pour construire les routes? Les Belges ont construit des routes ici. Nous les utilisons. Sur la route de Malouk, il y a encore des stigmates. Des routes laissées par les Belges. 64 ans après. Mais ici, les routes, il faut voir l'argent qui sort. C'est toujours 1 million, 3 millions. Comme Elengue Sala, 3 millions dans la sorcellerie. Nous sommes avec eux.
Ils vont voir ce qui va arriver. Et le problème, c'est au niveau du contrôle politique, c'est vous, le contrôle supérieur, vous n'arrivez pas justement à régler les choses. Regardez, nous venons à peine d'arriver à l'Assemblée nationale, les commissions permanentes n'ont pas encore été mises en place. Donc nous n'avons pas encore commencé le travail. Ça, la population doit le savoir. Le travail de l'Assemblée, c'est dans des commissions permanentes. Dans des commissions permanentes. Nous attendons qu'on déploie ces commissions et vous aurez de nos nouvelles. En fait, les contrôles, c'est la dernière digue qui ne devrait pas sauter en République démocratique du Congo. La population souffre. Moi, je vis avec et pour les brebis. J'ai un léger avantage d'être pasteur et professeur. Ça me permet de côtoyer les petits peuples au quotidien. Il y a des jours où vous êtes sur les sites universitaires, vous avez des enfants qui n'ont pas mangé depuis le matin. Et pendant ces temps, il y a quelques brigands qui se lavent les mains avec des champagnes. Vous pensez que la République démocratique du Congo, c'est la parcelle de leur grand-père? Cette affaire doit cesser. Si on met du sérieux, on paye le peu de recettes qu'on peut faire, c'est 25 milliards de dollars. Alors, pour impacter la situation de la population, on parle de l'agriculture qu'on doit développer. Il faudrait plus d'argent à l'agriculture. Bon, je vous dis ceci. Je ne vais pas trop commenter sur ces rapports, ces programmes, parce que moi, je ne vais plus vivre un programme. C'est un projet de société. Vous nous avez mis dans une condition de faiblesse. Vous envahissez les réseaux sociaux. Les députés exigent 50 000 $ avant de valider les programmes. Nous avons dit, bon, on laisse passer. Nous avons des bons médias en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, ces bons médias sont minoritaires. Les restes, nous savons comment ça se passe. Ce sont des politiciens qui s'affrontent par médias interposés. Mais c'est vous qui donnez la matière à ces médias. Mais malheureusement, pour quelqu'un de sensé, lorsqu'un politicien, il est au gouvernement ou bien il n'a pas été élu, il vient vous dire que les députés ont demandé 50 000 $. On doit chercher à vérifier l'information. Certaines ONG ont regardez, quelles ONG? Ces ONG qui répercutent les rapports des services, je les ai coincés. Depuis que j'ai parlé du grand marché, vous attendez encore quelqu'un hurler? Là où il y a des problèmes, ces ONG-là n'arrivent pas. Quand est-ce que ces ONG-là vont vous faire rapport sur la gestion du Lualaba, du Haut-Katanga, de Kinshasa? Et pire encore, vous savez qu'il n'y a que moi qui ai été contrôlé au niveau de Kinshasa. Moi qui ne faisais rien, à l'époque bien sûr. Mais les voleurs, tranquilles, ils m'ont dit que nous partageons avec ces gens-là. Bon, ça c'est c'est ce qu'ils m'ont dit, mais je ne dis pas que c'est vrai. Je vous donne seulement l'information. Vous avez dit pas 50 000 $, vous avez combien, 30 000 $ ou moins que ça? Bon, c'est ce qui vous intéresse. Moi, ne me ramenez pas à ce niveau-là. Donc, moi, je travaille pour la République. Je n'ai jamais monnayé mes services. Je me contente de mes petits émoluments et je travaille pour la République. Vous avez rendu un mauvais service à la République en adoptant un programme superficiel. Mais si on les bloquait, vous allez dire quoi? Vous allez dire que c'est parce qu'il n'y avait pas 50 000 $. Chacun de nous a un grand rôle à jouer dans le développement de notre pays. On doit craindre puisque vous n'avez pas lu non. On ne dit pas qu'on n'a pas lu. Le programme a été lu, mais comme tous les autres, ce n'est pas le seul gouvernement qui a mené les projets de société. Depuis, c'est toujours ça. Dans un X, vous avez dit management public en RDC avec un budget de 18 milliards par an à mobilisation incertaine. Le quinquennat risque de ne pas tenir ses promesses. La débudgétisation et le partenariat stratégique s'affichent ainsi comme remède à ce risque. Seuls les acteurs multisites et multiniveaux de grand profil et dévoués peuvent relever ce défi. Alors, comment vous expliquez ce X? Donc, c'est très, très simple. Aujourd'hui, avec le développement de l'économie et des finances publiques, on ne peut plus subordonner l'avenir de toute la population seulement au budget. Donc il faut qu'on puisse développer des grandes intelligences. L'économie a développé aujourd'hui des joint ventures. Je voulais vous le dire que seule la politique actionnaire de l'État peut constituer les bras capitalistiques de sa souveraineté. C'est-à-dire? Donc aujourd'hui, l'État doit avoir des entreprises fortes. Pas les entreprises du portefeuille que nous avons. Non, ce sont des canards boités pour la population. Il faut les mais des vaches à lait pour les mandataires. Donc, en fait, qu'est-ce que je voulais dire dans cette tweet? Avec 18 milliards de $, on risque de décevoir la population. Aujourd'hui, qu'est-ce que les États font? L'économie enseigne des joint ventures et les finances publiques enseignent la débudgétisation. Ça, ce sont des notions modernes des finances publiques. Les gouvernements doivent se lancer dans des joint ventures. Dans quel secteur? Joint venture? Mais non, nous avons pratiquement tout. Vous savez, les potentiels miniers, c'est 24 000 milliards de $. Le potentiel pétrolier, c'est 22 000 milliards de barils de pétrole. Nous avons la superficie de la RDC est occupée à environ 60% par les forêts.
Du coup, il faut voir comment faire des joint ventures avec toutes ces ressources. Ça va marcher à l'avantage des Congolais. On a vu avec la GECAMINE, ces joint ventures avec là c'était un problème gouvernantiel. Là, c'était un problème de gouvernance. Vous savez comment nous avons raté les coachs en 2013 avec le Fonds monétaire international. Là, les gens avaient en fait bradé les titres miniers de la GECAMINE d'Amutanda Mining. Ça, c'est autre chose. Ici, maintenant, il faut des joint ventures au service de la population. Par exemple, professeur. Je vous donne seulement l'exemple de notre fleuve ici. C'est très facile de faire des joint ventures avec des grandes sociétés de navigation maritime. Ce fleuve sera transformé rapidement en boulevard. Il sera, au niveau de certains biefs, transformé en usine de pêche. Ces fleuves pourra être utilisés pour faire l'irrigation. Ça va nous interdire d'importer encore les riz qui viennent de la Chine. Ça, ce sont des choses pratiques. Je n'ai pas besoin de modélisation économétrique. Donc, je pars seulement du fleuve. Vous voyez le fleuve ici. Le fleuve, c'est à la fois un boulevard, c'est un lieu touristique. Le fleuve, tel que vous le voyez là, il peut soutenir l'agriculture par l'irrigation. Le fleuve produit de l'électricité, comme l'histoire du barrage d'Ingatren. Pour 34 milliards de dollars, vous pensez que ça doit continuer à traîner comme ça? On peut créer des micro-centrales électriques. Non, même pas des micros. Aujourd'hui, il y a du cash en Asie. Ce qu'ils craignent, c'est la corruption et puis l'insécurité juridique. Je vous donne un exemple. Nous avons un problème avec les grands marchés. Ça, j'en parle parce que c'est mon actif. On a laissé ces gens investir leur argent. On arrive à la fin, on vous dit on doit modifier les contrats. Vous savez, quand vous faites des choses comme ça, vous exposez la République à des procès. Et les autres investisseurs ne seront plus enthousiasmés pour venir. Donc vous êtes un État escroc. Et ce sont des choses qui découragent. Mais moi, je pense que notre gouvernement, c'est maintenant. Les 5 ans, ce n'est pas vraiment beaucoup comme on le pense. Ça va très vite. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment se jeter à l'eau, passer par de joint ventures, des gens qui peuvent exploiter ce fleuve, qui peuvent exploiter nos terres, et vous allez voir que la situation va s'améliorer. Donc, lorsque vous voulez entrer dans le gouvernement d'un État, vous devez apprendre à travailler sous pression. Parce qu'en effet, les ambitions des hommes sur la terre doivent être rabotées par l'unité des mesures. Et l'unité des mesures reste la bonne école. Et à l'école, on ne sort pas qu'avec les savoirs. Mais on sort de l'école avec la trilogie du savoir, à savoir les savoir-faire, les savoir-être, les savoir-vivre. Un docteur en droit qui vole, c'est un illettré en fait. Donc il sait enseigner tout le monde sauf lui-même. Un docteur en droit qui vole, c'est un illettré. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des projets bancables Non, mais chaque année, il faut bien suivre. Chaque année, le ministère de l'économie a ce qu'on appelle des PIP. Ce sont les plans d'investissement annuels. Les projets ne manquent pas. Il faut les mettre en mouvement. Donc aujourd'hui, l'émergence passe par l'intelligence, disait Bungeli. On ne gouverne plus l'État comme on dit là, non, poids politique. Je vous avais dit qu'au-delà du poids politique, il faut un poids scientifique, un poids éthique, un poids ergonométrique. Les Japonais n'ont pas de ressources naturelles. Ils n'ont que leur tête. Ils prêtent l'argent aux Américains. Lorsque vous êtes en Corée du Sud, les enfants partent à l'école à 6 heures pour revenir à 19 heures. Lorsque vous êtes en Corée du Sud, généralement en Asie, les jeux d'enfants passent notamment par la fabrication des télécommandes, des téléphones. Mais lorsque vous arrivez au Congo, vous allez trouver les enfants de 5 ans. Donc le seul jeu qu'ils savent faire, déjà à l'âge de 5, papa, maman, ça vient d'où? Et ça, c'est le rôle des médias. Élevons les débats, éduquons la population. La nation est en déperdition en ce qui concerne son développement. Est-ce qu'on a un exemple type de partenariat public-privé qui a réussi au Congo? Mais le grand marché est là. Encore, non, c'est déjà fini. C'est fini, mais on attend. Moi, je te parle, le grand marché là, c'est le PPP. C'est les PPP. Ceux qui font des manœuvres parce qu'ils veulent soutirer l'argent là-bas, ils vont me rencontrer sur leur chemin. Mais on attend toujours l'inauguration. Mais ça ne me concerne plus. Moi, je ne suis pas au niveau de la ville. Donc, j'ai déjà fait mon travail. Donc, moi, quelqu'un qui vous a donné l'argent pour doter votre femme, vous voulez qu'il l'accompagne à la maternité? Mais il faut suivre pour éviter qu'il y ait des Non, moi, lorsque je quitte les fonctions, j'oublie l'entité. Mais au moins, des personnes intelligentes sauront qu'il y a eu un homme qui est passé à la tête de cette ville avec le P d'intelligence, pas beaucoup, avec le peu d'intelligence qu'il avait. Il a fait des montages financiers. Grand marché, Métrokin, aujourd'hui, vous voyez les tirs qui envoient les véhicules d'assainissement. C'est notre affaire. On attend que tout ça se déploie sur le terrain. Mais nous avons démontré de quoi nous sommes capables. Moi, j'ai construit un bâtiment pour la ville. Personne ne l'a fait, même Léopold ne l'a pas fait. De l'ingénierie financière. Si quelqu'un s'embrouille, il faut l'amener, il sera exorcisé. Nous arrivons au niveau de la ville de Kinshasa.
La seule année où nous avons reçu beaucoup d'argent, c'était en 2002. 8% de nos allocations budgétaires. Pour le reste des années, c'était de 1,2%. Pendant ce temps-là, les gens de forage et lampadaires étaient payés à mort d'urgence. Mais nous nous sommes dit qu'on va prouver à ces gens de quoi nous sommes capables. Bientôt, quand vous verrez Métroquine, pensez Godet. Quand vous verrez Grand Marché, pensez Godet. Quand vous verrez l'assainissement moderne, pensez Godet. Alors, professeur, vous avez parlé de débudgétisation. Ça s'applique comment sur le terrain? Non, la débudgétisation veut dire qu'aujourd'hui, on peut extraire certains projets du budget et les faire supporter par des ressources autres que celles du cadre budgétaire. Et c'est possible? Ce sont des notions modernes de finances publiques. Tout le monde les fait, sauf les Africains. Et les autres ressources, on va les trouver où? Mais c'est ça, ça va de pair avec le joint venture. Vous vous rendez compte lorsque vous tombez sur une joint venture de 30 milliards de dollars, pendant que vous êtes déjà en plein exercice budgétaire. Donc aujourd'hui, les nouveaux managements publics ne vous demandent pas de rentrer au Parlement. C'est cela la débudgétisation. Malgré ces critiques, les 18,5 milliards pourront être mobilisés à partir de cette année. Si on y met du sérieux, on peut aller même, si on y met du sérieux, je vous dis, le vol n'est pas seulement en bonne santé en RDC, mais il est même vacciné. Et dès que nous devrions cela, vous allez voir comment les choses vont marcher. Mais professeur, on parle de performance économique depuis les 5 dernières années, mais pourquoi la misère s'accentue malgré ces performances? Il y a des explications à donner par ça. Donc l'économie est par essence suffragiste. Lorsque vous faites la lecture économique de la République démocratique du Congo, vous allez constater qu'en 1960, le PIB de la RDC était de 3,9 milliards de dollars. Et notre budget était de 95 millions de dollars. Évidemment, il faut reconnaître que les dollars de l'époque, ce n'est pas les dollars d'aujourd'hui. Les infrastructures de l'époque, ce n'est pas les infrastructures d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai entendu quelqu'un dire, mais la qualité de la vie était bonne en 1960. Donc, d'abord, ces gens-là, ils ne comprennent rien. Les bilans que nous dressons, c'est un bilan économique. Nous parlons de performance économique, nous ne parlons pas du développement. Il y a une grande différence entre l'économie et le développement. Et qu'est-ce que nous avons fait dans notre analyse? Nous avons découpé selon les différents règnes. 60, 65, 66, 97, 97, 2000, 2001, 2018 et 2019, 2023. Donc tous les indicateurs renseignent que c'est l'actuel président qui a la palme d'or. Et du côté PIB, et du côté finances publiques, et même du côté du taux d'inflation. Bon, notre problème n'était pas de faire un classement, une proclamation. Je fais ça chaque année. Donc ceux qui sont à la faculté, ils savent que j'anime plusieurs conférences à l'université de Kinshasa. Cette année, le recteur a voulu élargir le champ et nous avons démontré les performances économiques qui ont été réalisées. Et c'est indubitable. Mais le problème de ce gouvernement, c'est qu'il a pris beaucoup d'engagements au même moment. Rien que la gratuité, ça te prend 1,5 milliard. Les dépenses sécuritaires ont explosé. Nous sommes aujourd'hui autour de 700 millions de dollars. Donc, vous voyez qu'il y a 2,2 milliards qu'on dépense comme ça que personne n'a dépensé avant. Vous avez le PDL 145, 1,6 milliard. Vous avez un KDM que tout le monde avait déjà oublié. Et des dépenses, des engagements comme ça, le gouvernement en a pris autant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne ressentent pas directement les effets de ces miracles financiers qui a eu lieu. Le seul conseil que je donne à notre gouvernement, c'est de ne plus prendre encore d'autres engagements, mais de se calfeutrer sur ce qui a été déjà pris. Sur ces éléments-là, se suppose également l'environnement économique international. En 2020, le monde a connu la crise énergétique du fait des perturbations climatiques. En 2021, c'était la crise sanitaire. Et après, nous avons ces crises géopolitiques qui se succèdent. Du coup, nous nous retrouvons dans une situation de ce qu'on appelle l'inflation importée parce que nous sommes une économie extravertie. Je le répète, la République démocratique du Congo, mon pays et le vôtre, a des partenaires commerciaux. En l'occurrence, l'Union européenne et la Chine. Lorsque les prix des biens augmentent au lieu d'approvisionnement, cela va alimenter ce qu'on appelle l'inflation importée. Je l'ai dit à l'université de Kinshasa que si le taux de croissance était revenu positif dans ce pays en 2002, c'est parce qu'il y a eu le président Joseph Kabila qui avait accepté le retour du Fonds monétaire le 26 mai 2001. De la même manière que je reconnais la puissance éthique du président Kasavubu, on n'a jamais connu un président correct comme Kasavubu. Le maréchal Mobutu, jusqu'à 1974, c'était le meilleur manager, mais il s'est embrouillé à partir de 1975. Mzee Laurent Désiré Kabila, ce grand patriote que le Congo n'avait jamais connu, a été victime de l'agression rwandaise. C'est ce qui l'a empêché de changer le Congo. Mais nous devons également avoir le courage de dire que l'actuel président, au-delà de nos problèmes,
C'est les meilleurs. Je n'ai pas dit que les problèmes ont pris fin. C'est bien, vous avez dit qu'il y a eu des obstacles pour que cette performance soit ressentie au sein de la population, mais il y a également un manque de volonté politique, notamment pour appuyer les secteurs porteurs. L'agriculture, 920 millions de dollars par exemple cette année, un peu moins les années précédentes, et l'exécution était de moins d'1%. Bon, je crois que c'est ce que je vous appelais volonté, c'est à l'université. Je vous dis, moi je suis un homme vrai. Le jour où l'université de Kinshasa m'invitait, je n'avais jamais suivi ce qui était dit au niveau de la conférence précédente. Et ce que je vous dis là, Dieu sait que je dis la vérité. Mais dans la salle, j'ai entendu des gens poser la question que nous pensons que c'est un problème de leadership. Alors, c'est ces jours-là que j'ai compris que nous, les Congolais, nous pensons que le leadership, c'est seulement un vocabulaire. Non. Le leadership, c'est tout un terme technique de management. Et c'est une fine partie du management, parce que le management existe depuis les grands pharaons d'Égypte, depuis Confucius. L'économie institutionnelle, c'est maintenant. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Si quelqu'un vous dit qu'en RDC, il y a un problème de vision, je crois que c'est lui-même qui a un problème de vue. Je sais que nous avons des problèmes, et vous avez suivi moi-même comment je m'attaque contre les voleurs. Mais si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de vision avec le président actuel, je pense que c'est lui qui a un problème de vue. Donc, il a un problème avec ses yeux. Je vous donne des exemples baroques. Vous savez que c'est pour la toute première fois que dans ce pays, on a un plan de numérisation de la RDC. C'est ça, c'est un plan qui est déjà en marche. Quel est l'avantage? Si le plan économique, le fait seulement de numériser le système, ça va nous permettre de capter l'économie sous-traîne et nous risquons de voir notre PIB tripler pendant ce quinquennat sans qu'il n'y ait de production supplémentaire. Tout simplement parce que la numérisation va vous permettre de capter toute l'économie informelle et la faire entrer dans la comptabilité nationale. Deuxième élément, il y a dans ces pays les plans d'industrialisation de la RDC. Il y a des zones économiques spéciales qui se déploient. Vous pensez que ça, c'est l'absence de leadership? La Chine s'est développée grâce notamment aux zones économiques spéciales. Donc nous ne défendons pas les hommes, nous défendons les idées. Mais on attend la concrétisation. Pour parler du leadership. Non, la zone spéciale et économique est déjà là. Elle est déjà là. Donc quand ça marche, nous devons dire que ça marche. Parmi les gens qui étaient dans la salle, quelqu'un m'a même posé la question, nous n'avons pas un leadership visionnaire. Donc je lui ai posé la question, est-ce que tu connais ce que veut dire un leadership visionnaire? Parce que lorsqu'on parle de leadership, il y a 3 types de leadership. Transactionnel, transformationnel et visionnaire. Donc dans le leadership visionnaire, c'est qu'on prend tous les pouvoirs, on donne aux dirigeants. Donc il y a des gens qui veulent nous retourner dans la dictature en RDC. Je donne un petit conseil aux gens. L'intelligence artificielle commet beaucoup de fautes. Évitez de poser des questions à le logiciel ChatGPT qui vous donne des réponses qui ne sont pas en phase avec l'avancement de la science. Il y a 25 millions de personnes il y a des choses qui ont été faites. Insuffisance alimentaire, 25 millions de personnes, vous dites que les choses vont bien. Non, je n'ai pas dit ça. En insécurité alimentaire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que beaucoup de choses ont été faites. Mais comme la misère de la population demeure, la solution c'est d'arrêter tous les voleurs. Bon, pas de règlement de comptes, j'insiste. Parce que je sais comment ça se passe. Au Congo, il y a des audits sélectifs. Qu'on puisse faire de vrais audits, pas de vrais professionnels. C'est ça aussi le problème. Vous savez, par moments, on dit que non, la justice est corrompue. Notre justice est ce qu'elle est, nous le savons tous. Mais moi, j'ai eu l'occasion de lire certains rapports dressés par nos services. J'ai dit à ces auditeurs-là que si vous amenez de tels dossiers devant un juge intelligent, mais il ne va pas vous suivre parce que vous n'étayez pas. Et vous allez voir que nos auditeurs à nous, là où ils sont corrompus, ils ne disent rien. Mais ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont pas corrompu, on cherche à les charger. C'est ça le problème. Donc, changeons ensemble. Je rappelle que notre invité, c'est le professeur Godé Poyi. Il est député national. Professeur, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béraud Matanda. Sur le marché, les prix de produits de première nécessité sont fixés de la manière suivante. Un sac de haricots coûte 220 ou 250 $ américains au marché Ziguida. La mesurette ou coupeau varie entre 2500 et 5000 francs congolais dans ce même marché. Un sac de semoule de 25 kg est vendu à partir de 46 000 francs. La mesurette ou écolo coûte 3 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg revient à 73 000 francs. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 16 000 francs. Un plateau d'œufs revient à 15 000 francs. Une mesurette ou écolo de farine de froment coûte 4 500 francs congolais. Un carton de poisson salé coûte 65 $. Le kilo est à 22 000 francs congolais. Un tas de poisson fumé est vendu à partir de 5 000 francs congolais.
Les prix des surgelés sont fixés de la manière suivante. Un carton de poulet sans emballage ou poulet nu coûte 70 000 francs congolais. Un poulet est vendu entre 13 et 15 000 francs congolais. Un carton de poisson mongousou coûte 85 000 francs congolais. Le kilo est à 9 000 francs congolais. Un kilo de queue de bœuf ou mikila est à 25 000 francs congolais. Un carton de tripes coûte 90 000 francs congolais. Le kilo est à 10 000 francs. Un carton de viande de bœuf coûte 125 $ américains. Le kilo est à 18 000 francs. Un carton de gésé coûte 72 000 francs congolais. Une rame de chinchard coûte 75 000 francs congolais. Le kilo est à 8 000 francs. Un carton de rognon est à 55 000 francs congolais. Un carton de poisson ngolo est vendu à 66 000 francs congolais. Celui de foie est à 49 000 francs. Un carton de cuisse de poulet coûte 58 500 francs congolais. Le kilo est à 6 500 francs congolais. Une botte d'oseille est à 500 francs congolais. Celle de zamarante coûte 2 000 francs. Celle de feuilles de manioc se vend à partir de 3 000 francs congolais. Un filet d'oignon varie entre 38 et 100 000 francs. Celui de ail coûte 78 000 francs congolais. Une tomate fruit se vend entre 500 et 2 000 francs congolais. Une pastèque se vend jusqu'à 20 000 francs. Un ananas se vend entre 3 000 et un tas de bananes se vend à partir de 2 000 francs. Un pain coûte 500 voire 1000 francs congolais. Merci Bérom, attendant, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, professeur Godé-Poy, rapidement, quelques questions avant de nous quitter. Vous êtes député national, vous n'avez pas encore commencé les travaux en commission, pour quelles raisons? Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore totalement démarré nos travaux parce que les travaux parlementaires se font plus dans des commissions. Et ces commissions n'ont pas encore été mises en place. Pour quelle raison? Non, mais vous avez vu la mise en place des institutions, ça a pris trop de temps, les bureaux ont été installés en retard et il fallait clôturer la session. Et nous sommes gentils, si on était équipés, on allait demander une session extraordinaire pour le faire. Mais nous nous sommes dit, nous devons être solidaires avec la population qui souffre. À la rentrée, nous allons mettre en place nos commissions permanentes. Vous êtes en vacances parlementaires, vous allez faire quoi? Vous avez un programme pour Kinshasa? Mais oui, chaque jour, j'échange avec les Kinois. Les Kinois et Kinois. Je suis en train d'échanger avec la population, recueillir leurs doléances. Je vais déposer mon rapport alimentaire, c'est ça qui va orienter notre contrôle. Vous voyez les spoliations qu'il y a plus d'espace, quasiment plus d'espace public. Ça, vous suivez ça? Nous suivons ça de près. Donc tout ce qu'on nous a amené comme cas de spoliation et consorts, nous suivons ça de près. La seule certitude que je peux vous donner, c'est que la population, du moins, là où nous avons notre parcelle de pouvoir, parce que les pouvoirs législatifs et collectifs, c'est choral. Donc on va convaincre nos amis, que je salue, pour qu'il y ait des contrôles drastiques. Professeur, nomination des commissaires généraux au sein de certains gouvernements provinciaux, c'était l'ignorance de la loi ou comment? Ces genres de nominations violent la Constitution de la République démocratique. Lorsque vous lisez la Constitution de la RDC à son article 198, il est dit 10 ministres, point barre. Pendant mon mandat, j'ai rencontré ces problèmes. Comment moi je l'avais contourné? On nous avait amené les ministres et les commissaires généraux. Je n'avais investi que les ministres. Mais quand il y avait un problème, par exemple, dans le secteur, vous invitiez qui? Mais c'est ça le problème. Donc ceux qui encouragent ces choses, ce sont des politiciens qui sont derrière. Parce qu'on ne condamne pas toujours les gouverneurs. Il y a des politiciens, leurs parents qui sont derrière, qui leur poussent à commettre ces fautes. Faites ça, nous serons là. C'est ça le vrai problème. Lorsque vous acceptez des commissaires généraux, en cas de problème, qui sera interpellé? Moi, j'ai donné juste un avis scientifique et un avis pratique. Donc ça viole l'article 198 de la Constitution et 23 de la loi sur les principes de libre administration des provinces. Et dans la pratique, en cas de problème, ces gens-là ne seront pas contrôlés. Vous êtes pasteur, le ministre d'État en charge de la justice a demandé aux églises de régulariser leur situation pour fonctionner. Vous êtes d'accord avec lui? Jusqu'à ce jour, je suis le président en exercice du Haut Conseil des Églises de Réveil. Nous avons dépêché nos représentants à la commission qui travaille. Mais la seule chose que je peux dire aux églises, c'est d'être calme. Nous sommes un état de droit et nous allons défendre les droits des églises. Lorsque vous lisez la loi sur les ASBEL de 2001, à son article 5, il est dit ceci. Si une église avait introduit la demande de la personnalité civile et que 6 mois après, le ministre de la Justice n'avait pas répondu, la personnalité civile est réputée acquise. Les F90 sont des autorisations provisoires. Mais lorsque déjà la demande a été introduite, 6 mois après que les ministres antérieurs n'avaient pas réagi, donc la loi est claire. Nous sommes du côté de la loi. Donc nous sommes très organisés et j'ai confiance à notre ministre de la Justice. Je sais que c'est un avocat, il connaît bien la loi. Donc nous avons nos représentants là-bas. Je demande aux églises d'être calmes. Nous ferons
tout ce qui est à notre pouvoir, dans les limites de nos prérogatives et de la loi, pour sécuriser l'Église. On ne permettra à personne de venir jouer avec les églises. Nous sommes une force spirituelle, politique et sociale. Mais qu'il faut quand même organiser. Donc il faut organiser, bien sûr. Là, je suis d'accord avec les ministres. Les églises doivent payer l'impôt, l'IPR. Tous mes collaborateurs payent leur IPR. Ce n'est pas une innovation. Parce qu'à mon église, ça c'est depuis que cette église-là existe. Par contre, comme l'église est une ASBL, elle ne paye pas l'impôt sur les bénéfices. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Godé Poyi, le député national. Professeur, merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie encore. Non, c'est moi qui vous remercie. Je salue vos nombreuses auditrices et vos nombreux auditeurs. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. À très bientôt.